Nous sommes à Arcachon, station balnéaire chic et coquette du sud-ouest de la France. Arcachon, c'est l'une des destinations touristiques préférées des Français. En plus de ses plages de sable fin, ce qui fait son charme, ce sont ses villas cossues qui bordent le célèbre bassin. Des vacances sur la côte atlantique, Amandine et Jean-Marie en rêvaient. Au printemps dernier, depuis leur petit village de Haute-Savoie, ils commencent à organiser leurs vacances sur Internet. Alors là, tu vois les champs. Et passent par un site de petites annonces gratuites entre particuliers. Ils tombent sous le charme d'une petite maison sur le bassin d'Arcachon. Ça, c'est les 3 photos initiales qui étaient sur l'annonce. On y voit un salon qui a l'air plutôt cosy, déco soignée, petite maisonnette bien propre, voilà. Avec une photo d'extérieur où on peut également manger dehors. Ils s'y voient déjà et décident de contacter le propriétaire qui se montre très disponible. Il répond à toutes leurs attentes et les met rapidement en confiance. Il nous a vraiment décrit mètre par mètre, point par point, trottoir par trottoir, portail par portail, où est-ce qu'il fallait tourner, etc. Il était très rassurant, en fait. Il avait une voix rassurante, à l'accent bordelais. Et voilà, et à chaque fois, on l'a eu, et à chaque fois, il nous répondait, à chaque fois, il nous rappelait. Rassurés, Amandine et Jean-Marie versent 900 € d'art en guise de réservation. Pour cela, ils utilisent un site de paiement en ligne. Le propriétaire, en retour, leur adresse le contrat pour signature. Il exige un renvoi par mail. Mais le couple prudent décide de le faire par voie postale. J'ai eu cette intuition-là en me rappelant qu'un courrier, de toute façon, il y aurait toujours un retour. Soit il arrive bien dans une boîte aux lettres, soit le courrier nous revient. Alors que le mail, on reste toujours dans quelque chose de virtuel et un peu impalpable. Et l'intuition d'Amandine était la bonne, car au bout de 10 jours, le courrier leur revient. Donc c'est cette enveloppe, voilà, annotée par le facteur ici, qui indique pas de nom à cette adresse, et puis un petit autocollant de la poste destinataire inconnu. Le couple commence à douter du propriétaire, que nous appellerons Charles, et s'interroge sur son honnêteté. Il l'appelle afin d'avoir une explication. Écoutez, monsieur, on vient de recevoir votre contrat de location avec personne à l'adresse indiquée. Et là, il se met à rigoler, mais leur dire, mais voyons, rassurez-vous, à Arcachon, il y a une avenue qui s'appelle De Gane et un boulevard qui s'appelle De Gane. Le facteur a dû très certainement confondre entre l'avenue, il joue sur le fait qu'il y ait 2 rues qui ont le même nom, en fait. Alors, c'est parti. Même s'il existe bien une avenue et un boulevard de Gane, Amandine et Jean-Marie sont presque sûrs d'être victimes d'une escroquerie. Ils essaient depuis de recontacter le fameux Charles. Bonjour, vous êtes sur la messagerie orange de... Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, personne. Charles est depuis aux abonnés absents. Il s'est envolé avec la compte d'Amandine et Jean-Marie. On a perdu 900 €, c'est une grosse somme. Voilà, donc on essaye de voir comment on peut faire pour retrouver cette somme, mais a priori, c'est bel et bien terminé. C'est une grosse partie de nos budgets vacances qui s'est volatilisée. C'est pourquoi, voilà, du coup, nos plans de vacances vont être fortement modifiés, de ce fait, évidemment. Nous décidons de mener notre propre enquête pour en savoir plus sur cet étrange propriétaire. Qui est-il? Où se cache-t-il? Nous essayons de retrouver sa trace sur Internet, en cherchant sur d'autres sites de location sur le secteur d'Arcachon. Nous tombons sur 3 annonces avec les mêmes coordonnées téléphoniques que Charles. L'analyse de ces annonces va nous confirmer que Charles a tout d'un escroc. À commencer par les clichés qu'il utilise pour mettre en avant ses locations. À l'aide d'un moteur de recherche, nous tentons de retrouver l'origine de l'une de ces photos. Et là, surprise. Ce cliché n'a pas été pris dans une maison à Arcachon, mais dans un appartement à Biarritz. L'homme mettrait donc en ligne de fausses annonces. L'escroquerie se confirme. Et en période de vacances, l'histoire d'Amandine et de Jean-Marie est tout sauf un cas isolé. En France comme à l'étranger, les escrocs vous guettent. Au Maroc, des centaines de Français ont été les victimes d'une nouvelle forme d'arnaque, le fly-by. On a été très bien reçus par des gentlemen voleurs. Des sociétés
vous invite gratuitement à Marrakech. Vous êtes invité par la première agence mondiale de vacances. Mondiale. Ah, mondial. Sur place, elles vous vendent un abonnement à vie pour des vacances à prix réduit. Certaines victimes ont déboursé jusqu'à 30 000 € pour rien. Nous avons réussi à infiltrer une agence. Votre numéro a été présélectionné pour profiter d'une semaine d'hébergement gratuit dans l'un de nos hôtels ou riad de 4 à 5 étoiles de votre choix. Pour ceux qui préfèrent opter pour des vacances loin des circuits touristiques traditionnels, les pièges sont tout aussi nombreux. En Thaïlande, certaines agences de voyage attendent les routards de pied ferme. Hé les gars, ne réservez pas ici, sérieusement, c'est une arnaque. Elles sont là pour vous faire dépenser toujours plus en proposant des prestations scandaleuses. À Bangkok, nous nous sommes fait passer pour des touristes en mal d'aventure. Nous n'avons pas été déçus par le comité d'accueil. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Rien du tout. Vous vous en foutez? Ouais. Et pas besoin d'aller au bout du monde pour se gâcher les vacances. En France aussi, certains professionnels vous proposent des prestations désastreuses. Franchement, ils n'ont pas fait le ménage. Les assiettes, les couverts, j'ai été obligée de tout relaver. Cette année encore, beaucoup pensaient profiter pleinement de leurs vacances, bien loin d'imaginer qu'ils seraient victimes d'arnaques, toujours plus nombreuses. Retour à Arcachon. Nous sommes à la recherche du propriétaire qui aurait escroqué Amandine et Jean-Marie. Nous nous rendons boulevard de Gane. C'est l'adresse que le loueur a communiquée au couple de Haute-Savoie. C'est dans cette résidence tranquille qu'il serait basé. Sur place, nous croisons l'un de ses habitants. Ce retraité de 79 ans connaît tout et tout le monde dans la résidence. Il y a monsieur que je dire s'il vient de décéder. Monsieur et madame sont des voisins. Monsieur aussi. Je connais à peu près tout le monde et non, ce nom ne me dit rien. Ah non, ça ne me dit rien. Il faut attendre la tournée du facteur pour avoir un début de réponse. Le nom de ce fameux Charles, il le connaît bien. Je peux vous dire, c'est qu'une fois, il y a eu le nom. Ouais. Il a mis le nom, il y avait son nom sur une boîte. Ouais. Et après, 15 jours après, enfin même pas, une semaine après, le nom n'y était plus. Et depuis ce jour-là, l'étiquette n'a pas été remise sur les boîtes et le courrier continue à arriver. C'est à quelle fréquence que... À peu près une lettre, à peu près ou deux par... Enfin, moins une par semaine à peu près. Et ce courrier, il va où alors? Et bien, il repart au destinataire. Charles n'habite pas ici. Mais il se serait bien déplacé physiquement à cette adresse pour récupérer son courrier. Il piratait une boîte aux lettres. Il aurait ainsi reçu une vingtaine de courriers depuis le printemps, une pratique qui ne semble pas étonner le facteur. Il y a plein de boîtes qui sont inoccupées, vous voyez bien, c'est plein de pubs. Il suffit de mettre son nom et on peut récupérer du courrier facilement, sans se faire repérer. Ici, c'est pas la première fois qu'il y a eu des noms qui revenaient souvent et qu'il n'y avait pas les habitants. Et avec le nom en particulier? Ouais. Même j'ai eu même des ordres de expédition que des personnes qui n'ont jamais habité ici. Donc, d'accord. Je ne sais pas si c'est la résidence qui veut ça ici. Cette résidence tranquille a donc servi d'adresse postale à l'escroc. Un propriétaire fantôme qui pour l'heure reste introuvable. Nous nous rendons boulevard de la Plage, à l'adresse de l'appartement que devaient louer Amandine et Jean-Marie. C'est un quartier cossu du centre-ville d'Arcachon. De belles bâtisses bourgeoises, avec le bassin, à seulement quelques mètres. Et au numéro 275, il y a bien une villa, isolée, au bout d'un chemin, invisible depuis la rue. Nous prenons quelques photos, puis nous nous rendons dans une agence immobilière de la ville pour savoir à qui appartient la maison. Donc ça, c'est les photos. Est-ce que vous reconnaissez cette maison? Tout à fait. C'est une villa divisée en appartements dont un propriétaire m'a confié 2 des appartements sur 4 en gestion locative saisonnière.
Est-ce que parmi ces propriétaires, il y a un certain monsieur Charles? Le nom ne correspond pas avec les noms qui sont à l'entrée de la résidence. L'agent immobilier connaît par cœur cette maison. Quand elle découvre les photos de l'intérieur mises en ligne par Charles, elle a comme un gros doute. Regarde ces photos et regarde. Pour moi, ça c'est une maison de ville. C'est pas un appartement. Une des certitudes, c'est que ce n'est pas le 275 boulevard de la Plage. C'est sûr. Pour en avoir la confirmation, nous l'accompagnons sur place, boulevard de la Plage. On va aller faire le tour déjà. Ça correspond en rien. On est plutôt sur un patio avec un mur, donc plus une maison de ville. Ça n'a absolument rien à voir. Ce qui est vendeur ici, on le voit, c'est quand même l'emplacement où on est face à la mer. Et bon, d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, c'est hyper agréable. À l'intérieur, le contraste est lui aussi saisissant entre les photos de l'annonce à gauche et la réalité. Le mobilier, la salle de bain, la chambre à coucher, les photos de la fausse annonce de Charles n'ont pas été prises dans cette villa. L'escroquerie était bien ficelée. Il y a bien une maison boulevard de la Plage à Arcachon, mais qui n'est pas louée par Charles. Il y a bien un escroc qui court toujours et surtout, il y a des victimes, aujourd'hui dans l'impasse. Retour en Haute-Savoie chez Amandine et Jean-Marie. Le couple souhaite aujourd'hui récupérer les 900 € d'art versés aux faux propriétaires. Pour cela, ils se tournent vers le site qu'ils ont utilisé pour payer l'escroc. Il s'agit d'un service de transaction qui se dit sécurisé et qui permet de régler ou de recevoir de l'argent en ligne. Ils vont tenter d'obtenir réparation. Service protection mode, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous téléphone. Voilà, donc j'ai été victime d'une escroquerie de la part d'un vendeur qui a utilisé le mode de paiement. Je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était et puis quel recours vous me proposez par rapport à ça. D'accord madame, puisque en fait, je vous explique madame, tout ce qui est service, tout ce qui est matériel, nous, malheureusement, on ne peut pas forcer un remboursement madame. Donc, tout ce qui est véhicules motorisés, maison, location madame, c'est toutes des choses qui ne sont pas couvertes par... Mais vous ne trouvez pas que c'est un peu facile d'agir comme ça et de favoriser un escroc? Écoutez madame, après moi je suis pas là pour juger, je sais que les règles parfois sont pas très justes. Maintenant voilà, légalement madame, nous, tout ce qui est service et location, on n'a pas le droit de reprendre les fonds au vendeur. Même si ce vendeur est un escroc, on n'a pas le droit légalement de lui reprendre les fonds et de vous les rendre madame, tout simplement. Comment se fait-il que tous ces escrocs puissent agir et que de notre côté, on est très peu pas de moyens pour pouvoir se défendre et aucun recours, voilà. Le couple a quand même décidé de déposer plainte au commissariat. Mais d'après la répression des fraudes, le montant de l'arnaque serait trop faible pour que la police ait le temps de s'y intéresser. En deçà de 2 000 €, même des fois des montants, je vais voir des montants relativement plus importants, ils ne mettent pas de moyens. Et puis ils n'ont pas de moyens à y mettre, c'est pas n'importe qui peut mettre sur ce genre de choses. Bon bah très bien, au revoir. Faute de moyens, aucune enquête ne sera jamais ouverte. Ce serait pourtant la seule solution pour contraindre le site de paiement en ligne de divulguer les coordonnées de l'escroc dans le cadre d'une commission rogatoire. Alors quel est le mode de paiement à privilégier pour limiter les risques d'arnaque sur Internet? Alors, le moyen de paiement à privilégier, en fait, est le chèque. Tout simplement parce que vous pouvez l'envoyer à l'adresse de la location. C'est la sécurité la plus importante que vous pouvez avoir parce que, à la fois, on peut retracer votre chèque et en plus, surtout, vous vérifiez que la location existe bien et vous avez une adresse physique. Même si vous l'envoyez à une autre adresse, d'une certaine façon, vous avez vraiment une adresse. Donc, il faut bien que le nom corresponde, sinon le facteur ne peut pas trouver. En 2014, la brigade de la police judiciaire dédiée à la lutte contre les arnaques sur Internet a recensé près de 6000 signalements de fausses locations de vacances. Et vous allez voir que dans le domaine des escroqueries faites aux touristes, ce sont souvent les plus énormes qui fonctionnent le mieux. L'une des dernières arnaques à la mode, nous l'avons trouvée au Maroc. À Marrakech, des agences de voyage ont inventé le fly-by. Le principe est simple,
Ces agences démarchent par téléphone des Français, avec à la clé un cadeau de rêve. Une semaine de vacances, entièrement gratuite dans un hôtel 4 étoiles à Marrakech. Seuls frais à la charge des bénéficiaires, le billet d'avion et des frais de dossier. Vous allez voir que derrière cette offre se cache une énorme arnaque. Des escrocs parviennent à détrousser les touristes de sommes colossales, allant jusqu'à 30 000 €. Nous avons réussi à nous procurer une invitation et nous sommes partis à Marrakech avec l'une de ces agences. Dès l'arrivée, notre chauffeur nous attend pour nous conduire dans notre hôtel 4 étoiles. C'est ici que nous séjournerons pendant une semaine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Majordome, personnel aux petits soins, pas de doute, nous sommes bien dans un hôtel qui offre des prestations haut de gamme. Nous sommes accueillis par 2 employés de l'agence. Bienvenue. Et dès le début, celle que nous appellerons Lydia, la chargée de clientèle, se montre très avenante. Je suis venue juste pour pas vous embêter, hein, c'est juste pour vous faire un welcome. D'accord. C'est un peu marcher dans la nature. Rapidement, elle commence à nous interroger sur nos habitudes de voyage. Vous voyagez, Ouais, on aime bien ça. C'est pour ça que vous êtes invité, hein. C'est parce qu'on sait que vous aimez voyager. Bah oui. C'est la première fois que vous venez au Maroc? Oui. J'espère que ça va vous plaire et c'est un beau pays. Après la phase de séduction, Lydia dégaine son arme fatale. Vous êtes invité par la première agence mondiale de vacances. Hein. D'accord. Mondiale. Ah, mondial. Mais Reza Sunset, c'est la première? Non. Reza, c'est celle qui va vous inviter. D'accord. La société, on va la découvrir ensemble, comme vous viendrez voir. Comment elle s'appelle alors, la plus grande agence Là, mondiale? vous le verrez, je dis. D'accord. En réalité, nous sommes le patron de toutes les agences de voyage au monde. D'accord. Mais vous savez pas en général. Hein. À chaque fois que vous voyagez, quoi que vous fassiez, hein, au niveau des vols, au niveau des hôtels, etc., tout passe par chez nous. Nous serions donc invités par la plus grande agence au monde. Rien que ça. Lydia reste évasive, mais promet de tout nous expliquer lors d'un rendez-vous prévu dans la semaine. On se verra, on a un rendez-vous ensemble, jeudi matin. Le chauffeur viendra vous chercher vers 10h moins le quart et vous amènera à notre bureau. D'accord, très bien. Et on restera ensemble, on parlera. Ok. On verra ce qu'on pourra faire. Oui, bien sûr. Parfait. S'il y a quoi que ce soit, moi je sais où vous joindre. D'accord, très bien. Bah, merci. Merci bien en tout cas. Bonne installation. Merci. On vous a pas sauté dessus, mais c'est juste parce qu'on a envie de faire tout maintenant pour que vous soyez tranquille après. C'est gentil, très bien. Ça marche. Le manège continue. C'est maintenant au tour de celui que nous nommerons Youssef, notre agent touristique, de prendre le relais. Très vite, il nous sort un planning qu'il dit avoir établi spécialement pour nous. Ça, c'est un petit programme pour la semaine. Pour goûter un tout petit peu à Marrakech et les alentours. Pendant la semaine, c'est pas vraiment très loin. Une photocopie de mauvaise qualité, pas vraiment vendeuse pour une agence qui se réclame être la plus grande au monde. Et tout de suite, il est question d'argent. Il y a aussi la demi-pension. Là, c'est Ramadan. Je vais vous dire la vérité. La majorité, c'est fermé. Là, l'agence propose la demi-pension à l'hôtel. Un argument pour nous convaincre d'acheter la demi-pension. Nous avons pourtant du mal à décrypter les prix annoncés sur le tableau. Non, mais ça correspond à quoi les 320 alors, du coup? Les 320, c'est le pack. Un pack comprenant la demi-pension, mais aussi des excursions. Les vacances offertes s'envolent dès notre arrivée. Et Youssef se montre insistant. Donc, je ne vais pas vous tarder longtemps. Pour la demi-pension, vous prenez ou pas? Il faut juste que j'annonce à la réception. On peut réfléchir pendant une petite heure là, parce qu'on va... Ouais, le temps qu'on se... Pas de souci. Moi, vous pouvez m'appeler quand vous voulez, à n'importe quelle heure. D'accord? Votre frère est là, ne vous inquiétez pas. À la réception, le grand jeu continue. Je vais vous donner la chambre maintenant. C'est la chambre 54. Ouais. Surclassée, c'est The PC. Ah, super. Nouveau traitement de faveur. Nous avons droit à une chambre VIP avec vue sur la piscine. Tous les ingrédients paraissent réunis pour que nous passions un séjour idyllique. Le lendemain, Bonjour.
nous achetons l'une des excursions proposées la veille par Youssef. Ali, notre chauffeur personnel, nous attend. Au programme, visite de Marrakech sur une demi-journée, pour un coût de 220 dirhams, soit 20 € par personne. Maintenant, je vais aller à le jardin Majorel. Ok? C'est voilà, ok. Arrivé devant les jardins Majorel, première surprise. On descend ici? Oui. C'est 50 dirhams par personne, 5 € par personne. Ah mais c'est pas compris déjà parce qu'on a payé 220 dirhams pour aujourd'hui. Par personne? Oui. Oui, c'est pour le transport. C'est pas pour aller visiter les jardins ou bien quelque chose. C'est le transport, ça y est. Ah, c'était pas précisé sur la feuille en fait. Bah, il nous a pas dit. Hein. Ouais. Nous sommes donc contraints de ressortir notre portefeuille pour visiter les célèbres jardins, ancienne propriété de Pierre Berger et d'Yves Saint-Laurent. Les 40 € réglés le matin à Youssef n'auraient servi à payer que le transport. La balade se poursuit à la Palmeraie. Nous restons dans le véhicule et nous parcourons une allée de palmiers sans intérêt. Dernière étape, le quartier juif et la visite d'une pharmacie berbère. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Faites comme chez vous. C'est gentil. Ici, on fait la promotion de l'huile d'argan. Et très vite, on nous conduit dans une pièce à part où l'on nous vante les vertus de produits miracles. Et pour un plant qui s'appelle en arabe Sanouj ou la nigel en français. Alors ce plant, ça marche pour les gens qui ont un problème de la sinusite, aux migraines, à la tête, le nez qui coule, et ça stoppe aussi les rentrements. Et quand on utilise, on le prend juste un petit mouchoir comme ça, quelques grains. On le frotte pour faire chauffer les grains. Et on sniffe. C'est pas de la drogue. Sniffe bien, c'est de la bonne. Ça sent un petit peu comme le Vic. C'est mieux que le Vicks parce que ça, c'est un produit naturel. Mais à la fin de la démonstration, nous sommes repérés par le gérant des lieux qui surveille ses employés à l'aide de vidéosurveillance. Il a des soupçons sur nous. Ça va, vous avez une caméra là? Là. Oui, c'est le patron. Non, c'est ma sacoche. Une petite caméra. Caméra cachée. Ah, j'essaie de vous l'aider. Ah, je vous l'aide. Tu vois? Nous refusons de nous faire fouiller, au risque qu'ils comprennent que nous sommes journalistes. Nous conservons notre matériel et rentrons immédiatement à l'hôtel. Nous décidons de nous faire discrets. Jeudi matin, jour de notre rendez-vous avec Lydia, notre chargée de clientèle. Oui, bonjour, c'est Coralie. Ah bonjour, bienvenue, comment allez-vous? Ça va, je pensais vous voir ce matin et ce matin on m'a dit que le rendez-vous était annulé avec vous. Nous on avait bloqué la journée pour vous voir, on n'a pas compris. Mais apparemment vous avez eu des déboires avec la police et on a eu des absorptions de tuyaux comme quoi je ne savais pas vous recevoir. On a eu des déboires avec la police? Il paraît que vous avez filmé en caméra. Moi j'avais ma petite caméra, on fait notre petit film de vacances, on nous a pas dit qu'il fallait pas filmer dehors ou... Non mais ici c'est un royaume, ici c'est un état de droit, c'est un royaume. Et en plus de ça on est en vigilance ultra rouge, c'est mal vu tout de suite quoi. Bon, peu importe, hein, moi j'ai des tweets, je pose même pas de questions généralement. Selon Lydia, nous aurions eu des déboires avec la police. C'est entièrement faux. Et soi-disant, les autorités marocaines auraient interdit à l'agence de nous recevoir. Cette entrevue était pourtant la seule contrepartie à notre séjour offert. En quoi notre présence dérangerait-elle? Marc, lui, connaît très bien la teneur de ce rendez-vous. Il y a 3 ans, il a été invité à Marrakech avec sa femme pour une semaine de vacances gratuites dans les mêmes conditions. C'était avec l'agence Au Top. Pour la première fois, il revient sur les lieux. Je reviens sur ces lieux même où on a été bien reçus, très très bien reçus, par des gentlemen voleurs, comme je les appelle, ou des gangsters qui ont pignon sur rue, sans doute plus ou moins protégés, dit-on. Leur objectif premier est de nous faire venir sur place. Et contrairement à nous, Marc a eu droit à son entrevue avec une conseillère.
une femme se présente, elle nous dit, voilà, nous sommes très différents des autres agences de voyage, puisque nous supprimons tous les petits intermédiaires de la chaîne touristique, de la chaîne des grands fabricants de voyages, et donc cela arrive à avoir des prestations d'au moins 50%. Moyennant une contrepartie financière, la commerciale promet à Marc des rabais exceptionnels. Pour la somme demandée de 9 756 €, nous avons droit à des réductions de 10 à 70% sur tout voyage de notre choix, avec une limitation de 7 voyages par an. Également, on peut en faire bénéficier tout notre entourage, amical, familial, professionnel, et ceci à vie. Alors quand on voit la somme, on fait « Oh !» un haut de méfiance, certes, mais on projette de grands voyages qui vont coûter très cher, donc économiquement, ça tient la route. Si sur le papier, le montage financier paraît viable, qu'en est-il réellement? Rentrés en France, Marc et son épouse testent rapidement la formule. Et au fur et à mesure que tombent les devis de l'agence, c'est la douche froide, comme avec ce voyage en Guadeloupe. Otop nous propose, j'ai les chiffres, 2 billets d'avion à 2 000 € le billet, 4 000 € en total, un studio à 2 506 € pour la semaine, la location d'une automobile à 516 € la semaine, donc un total de 7 022 € sans repas ni petit déjeuner. Chapeau au top. Plus de 7 000 € pour une semaine de vacances en Guadeloupe, c'est 2 fois plus que le prix du marché pour la même prestation. Les 9 756 € versés par Marc ne donnent droit à aucune ou à très peu de réduction. Mais alors, comment de telles sociétés peuvent continuer à exercer? Et qui sont ces escrocs qui agissent en toute impunité? Nous avons réussi à infiltrer la centrale de réservation de l'une de ces agences. Son nom, Holiday Prestige. Il s'agit d'une plateforme téléphonique située dans le quartier de Guélise. Nous avons obtenu un rendez-vous pour une journée à l'essai. C'est la responsable qui nous accueille. Ah, bonjour, je suis Louise. Ah oui, bonjour Louise. Sans perdre une minute, elle nous briefe. Nous devons démarcher des Français par téléphone et les inviter à Marrakech. Ça, c'est ton script qui fait au téléphone. Ouais. Donc, nous, on s'appelle Booking Maroc. Booking Maroc, d'accord. D'accord, donc tu te présentes, tu dis ton script. Bonjour monsieur, tu verras le nom de ton client sur l'écran. Ouais. Première surprise, la société ne s'appellerait plus Holiday Prestige, mais Booking Maroc. La responsable nous parle ensuite des cibles que l'on doit alpaguer. Donc les clients que nous, on recherche. Donc c'est les clients entre 50 jusqu'à 75 ans. Okay. Qu'ils aient fait au moins un voyage par an, mais normalement c'est 2 ou 3, et qui soient d'origine française. Les personnes qu'on veut pas. Les journalistes, agences de voyage, les intermittents de spectacle. Okay. Les personnes qui voyagent avec les comités d'entreprise, les gens qui ont vécu à Marrakech, et les personnes de ces origines, arabes, africaines, espagnoles, italiennes, juifs, arméniens. D'accord. L'agence utilise des critères de sélection ouvertement xénophobes et racistes. Après à peine 15 minutes d'explication, il est l'heure de nous mettre au travail. Nous nous installons dans cette petite cabine. La pièce est pleine et le rythme effréné. Pendant 6 heures, nous répétons le même discours des centaines de fois, en nous faisant passer pour un organisme quasiment officiel. Oui, bonjour, je me présente Louise de l'agence Booking Maroc de Marrakech. Je vous appelle dans le cadre de la promotion du développement du tourisme au Maroc. Votre numéro a été présélectionné pour profiter d'une semaine d'hébergement gratuit dans l'un de nos hôtels ou riad de 4 à 5 étoiles de votre choix. Au milieu de notre journée, nous avons droit à une pause de quelques minutes, l'occasion de recueillir des confidences. 4 jours, elles ont changé le nom de l'agence. Ah oui? Et il a été Script Maroc. Script Maroc. Ah oui? Avec Booking Maroc. C'est quoi Booking Maroc? Avec ce nom, moi je trouve plusieurs problèmes avec ce nom. Parce que Booking, c'est un site, oui, c'est un site de réservation. Ouais. Oui. Et tout, il la connaît. Booking Maroc fait référence au célèbre site de réservation en ligne Booking.com.
Il n'y a pourtant aucun lien entre ces deux sociétés. Une démarche marketing qui s'apparente à du plagiat. En l'espace de 3 semaines, Holiday Prestige serait devenu Trip Maroc, puis Booking Maroc. Mais pourquoi ces sociétés changent-elles de nom? Par qui sont-elles dirigées? Ces agences appartiennent à une nébuleuse regroupant une multitude de sites internet similaires. Certaines de ces sociétés n'ont pas d'existence légale. Et pour celles qui en ont une, elles seraient dirigées par des Français et des Belges. Ces personnes peu scrupuleuses semblent agir à ciel ouvert, allant même jusqu'à s'en vanter sur les réseaux sociaux, comme sur cette photo où l'on peut lire un jeu de mots cynique mêlant arnaque et Marrakech, Arnakesh. Nous avons tenté de les contacter, mais nos messages sont restés sans réponse. La loi en France, elle, réprime les Français commettant des délits à l'étranger. Mais les plaintes déposées restent pour l'heure sans suite. Face à ce constat désarmant, Marc, lui, a décidé de se battre. Il s'est fait le porte-parole d'une quinzaine de victimes. Il attend aujourd'hui que l'État français l'aide dans son combat pour être remboursé. Nous sommes des dizaines, des centaines de Français qui sommes spoliés, grugés de cette manière. Et nous attendons des autorités françaises qu'elles prennent en charge ce combat. Ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire d'État. À Marrakech, Marc a été reçu au consulat. Il est dans l'attente. De notre côté, nous avons contacté le Quai d'Orsay qui n'a pas souhaité nous répondre. Maître Joseph Bréham, avocat au barreau de Paris, défend notamment des Français arnaqués au Maroc. L'union des victimes serait une force. Il y a une stratégie, c'est toutes les victimes qui se lient ensemble, qui créent des associations et qui vont porter au niveau politique le message que trop c'est trop. Mais l'avocat doute de la volonté de la France de faire pression sur les autorités marocaines. Ce qui intéresse la diplomatie française, c'est sauvegarder la relation d'exception entre la France et le Maroc. Quitte à laisser des Français victimes sur le bord de la route, quitte à laisser des auteurs, peut-être français d'ailleurs, souvent français voire même, quitte à laisser des auteurs impunis. C'est pas le problème de la diplomatie. Le problème de la diplomatie, c'est pas de vague, pas de vague, pas de vague. Et une victime, ça fait des vagues. Ce sont plusieurs centaines de Français qui demandent aujourd'hui à être remboursés. Pourtant, l'isolement de ces victimes et l'inertie de la France laissent encore le champ libre à ces escrocs. À l'autre bout du monde, ce sont d'autres gentlemen voleurs qui sévissent sans être eux non plus inquiétés alors qu'ils ont pignon sur rue. En route pour la Thaïlande. 25 millions de touristes s'y rendent chaque année, attirés par ses plages, ses îles, ses temples bouddhistes et par sa capitale Bangkok. L'un de ses quartiers les plus animés, c'est Khao San Road, le lieu de passage des backpackers, ou routards en français. Venus des 4 coins de la planète, ces globetrotters préfèrent organiser leur séjour une fois sur place. Des agences de voyage sont là pour les accueillir. Sauf qu'en réalité, beaucoup d'entre elles n'hésitent pas à tromper le client et à surfacturer des prestations. Nous allons tenter d'infiltrer l'une de ces agences pour comprendre leur méthode. À peine arrivé sur Khao San Road, pas besoin de chercher bien longtemps avant d'être orienté vers l'une de ces agences. Ce chauffeur de tuk-tuk, qui fait office de rabatteur, va nous y conduire directement. Je vais vous conduire à l'office du tourisme. C'est l'autorité thaïlandaise du tourisme. Bon prix. Quelques minutes plus tard, il nous dépose devant cette échoppe. Mis à part ce sticker qui fait illusion, nous allons vite comprendre que nous sommes loin d'être dans un office de tourisme, mais plutôt dans une agence peu recommandable. Nous sommes immédiatement pris en charge. On nous a dit que c'était l'autorité thaïlandaise du tourisme, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Ici, nous pouvons vous donner des informations et réserver vos billets et hôtels. Nous pratiquons les prix du gouvernement. Contrairement à un agent d'office de tourisme censé donner des informations, l'homme va très vite tenter de nous vendre une excursion des plus authentiques à faire sur la journée. Si vous voulez voir le marché flottant, la rivière Kwai,
le temple des tigres. Vous pouvez faire ces excursions dans la journée. Photo à l'appui, il nous vante les mérites d'un marché flottant traditionnel, d'un temple de tigres tenu par des moines bouddhistes et du fameux pont de la rivière Kwai. Mais nous serons avec un guide? Oui, il y a un guide qui parle plusieurs langues. Français? Oui, français, anglais, russe, il explique pour vous. Donc le guide nous parlera français demain. Oui. Prix de l'excursion, 2100 bahts, soit 57 € par tête, tout compris. Une sacrée somme pour la Thaïlande. Nous tentons de négocier. Le vendeur va très vite changer de ton. Vous pouvez nous faire une réduction pour les tigres? Non, je ne peux pas le faire. Je ne vais pas payer vos vacances de ma poche. C'est très cher. Vous savez, en France... En France, il n'y a pas de tigres. En Thaïlande, nous avons des tigres. Les tigres ont besoin de manger. Vous aussi, vous mangez, mais pour 20 bahts. Les tigres, eux, ils mangent pour 1000 bahts par jour. Selon lui, c'est l'appétit des tigres qui justifierait le coût de la balade. Il coupe court à toute négociation. Nous payons le prix fort, avec ses promis, une plongée au cœur de la culture thaï. Le lendemain matin, le van vient nous chercher au pied de notre hôtel. Nous voyagerons en compagnie de touristes européens et asiatiques. Première étape, le marché flottant de Dam Noen Saduak, à 100 km en minibus de Bangkok. En arrivant, nous faisons connaissance avec notre guide, soi-disant francophone. Vous parlez français? Ah, l'agence de voyage nous a dit que tu parlais français. C'est vrai? No, just a little bit. Ils ont dit qu'on pouvait avoir les informations en français. No. I just say, comment tu t'appelles? On y va. Vite, vite. C'est pas beaucoup, hein? Notre guide semble mal à l'aise. Il est loin de maîtriser la langue de Molière. Une pirogue nous attend. Au programme, balade arrosée pendant 15 minutes sur des canaux bétonnés et peu entretenus. À l'entrée du marché flottant, en guise de comité d'accueil, un photographe immortalise chaque touriste. Nous retrouvons notre guide et là, nouvelle surprise. Il nous réclame 4 € par personne pour accéder au marché. Si vous voulez le faire, c'est 150 bahts par personne. Si vous voulez, vous pouvez acheter les tickets ici. Pas le choix. Nous payons le supplément et c'est parti pour 30 minutes de visite. L'affluence est à son maximum. Difficile de se frayer un chemin au milieu de pirogues débordant de touristes du monde entier. Ce marché traditionnel a plutôt l'allure d'un centre commercial flottant. Vêtements en tout genre, bibelots, sacs à main, les échoppes se suivent et se ressemblent. Et chacune des vendeuses y va de sa petite démonstration pour appâter le chaland. Madame, je veux vous le vendre. Un souvenir à rapporter chez vous, madame. Quant aux fruits et légumes que nous croisons, ils sont bien emballés sous cellophane. Fin de la promenade. Nous remontons à quai et comme dans un parc d'attractions, la photo souvenir nous attend. Moyennant 4 €, nous pourrons repartir avec notre portrait au fond d'une assiette. Le rythme de la journée est effréné. Nous avons quand même le droit à une pause déjeuner dans un énorme complexe en bord de route. C'est Thai food? Et ici, la nourriture n'a rien de traditionnel, comme on nous l'avait vendu. Au menu, de l'omelette et du riz qui nous attendent sur la table. Bon appétit! Enjoy your meal! Et avalés en moins de 10 minutes. Après le déjeuner, place à la visite historique express, celle du fameux pont de la rivière Kwai. Notre guide, lui, semble davantage préoccupé par sa trésorerie que par la présentation de notre dernière étape,
le temple des tigres. Dès l'entrée, nous allons vite comprendre que la principale valeur ici n'est pas spirituelle. Gardez vos caméras avec vous. L'équipe prendra des photos pour vous. À gauche, là-bas, c'est la file. Une personne à la fois. Ici, ce sont les photos spéciales. Celle-là, vous pouvez la faire en groupe de 6. C'est 1000 bahts par groupe. Ce que nous découvrons à l'intérieur est particulièrement choquant. En tout, 147 tigres vivraient ici en captivité. Des bêtes complètement amorphes, gisant à même le sol sans aucune réaction. Nous sommes très loin de l'image d'un animal sauvage en pleine santé. Nous tentons d'obtenir des explications. Excusez-moi, madame, ils ont l'air vraiment fatigués, non? Oui, la plupart des gens pensent qu'ils sont drogués. Ce sont des vieux mâles. Le matin, ils descendent, ils nagent, ils jouent, ils mangent et ensuite, ils digèrent. Les chats domestiques dorment beaucoup, c'est pareil pour eux, mais ils ne sont absolument pas drogués. Malgré leur rythme cardiaque élevé, il nous est difficile d'affirmer que ces bêtes sont sous l'effet d'une drogue. Mais impossible d'imaginer qu'un tigre puisse se laisser caresser comme un simple chat d'appartement. Certains dans le public sont eux aussi choqués. Ils sont complètement inertes, les pauvres bêtes, complètement attachées. Ils ont été shootés. Ah ouais, non, ils sont pas du tout. Nous sommes aussi témoins d'une certaine forme de maltraitance. Des employés n'hésitent pas à tirer les animaux par la queue et à les forcer à se baigner pour se donner en spectacle. Il faut compter 13 € supplémentaires par personne pour observer les fauves patauger dans un bassin mal entretenu. L'endroit a été créé il y a 20 ans par des moines bouddhistes. À la fin de notre visite, nous n'avons vu qu'un seul moine et aucun temple. Objectif affiché à l'époque, sauver des fauves orphelins. Mais depuis quelques années, la polémique enfle. L'ONG anglaise Care for the Wild dénonce la maltraitance et l'achat de félins au marché noir. Après 10 heures d'une excursion qui n'avait rien d'authentique, nous rentrons à Bangkok. Le lendemain, nous cherchons à savoir si le prix de notre journée d'excursion est conforme aux tarifs en vigueur. Nous avons payé 2100 bahts par personne, soit 57 € sans compter les suppléments sur place. L'agence nous avait assuré que l'on ne trouverait pas meilleur marché. Mais en quelques clics sur Internet, nous tombons sur le même service à 800 bahts, soit 20 €. Presque 3 fois moins cher. Nous retournons voir le vendeur. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien et vous? Moi, pas trop. J'ai bu trop d'alcool hier soir. Oh. Alors qu'il nous parle de sa soirée bien arrosée, nous lui faisons part de notre mécontentement. Nous avons fait des recherches et nous avons trouvé des prix complètement différents. Vous avez regardé la même compagnie ou pour une autre? Je vous ai envoyé par une compagnie que je vous ai montrée sur Internet. Nous avons trouvé la même chose pour 800 bahts. Nos remarques semblent agacer tous les employés du lieu. Ils sont casse-cou. On leur a montré que le service sur Internet valait 2800 bahts. Putain, ils comprennent pas, ils sont casse-cou, putain. Heureusement qu'ils sont pas partis avec une autre agence, parce que sinon, ils les auraient jetés aux tigres. Selon l'agence, nous n'aurions donc pas cherché au bon endroit sur Internet. À défaut d'obtenir des éclaircissements sur le prix, nous parlons de notre guide. Vous nous aviez promis que le guide était un vrai guide. Vous nous aviez promis que le guide parlait français. Ce n'est pas un guide et il ne parle pas du tout français. Ouais, et alors? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Rien du tout. Vous vous en foutez? Ouais. Au final, nos réclamations auraient peu d'intérêt et ne seraient pas justifiées. Tout le monde fait le même programme que vous, et il n'y a pas de plainte. Ça voudrait dire que les autres personnes ne voient rien et ne réfléchissent pas?
Alors qu'ici tous les prix semblent multipliés par 2, nous serions les seuls à nous plaindre. À la fin de cette entrevue, nous sommes gentiment invités à prendre la porte. Mais en sortant, nous croisons une touriste slovaque, accompagnée par la police touristique. Elle fait une entrée remarquée dans l'agence et semble à bout de nerfs. Hé les gars, ne réservez pas ici, sérieusement, c'est une arnaque. Nous l'accompagnons dans un bureau à l'écart. Cette jeune Slovaque, que nous appellerons Anna, dit s'être fait arnaquer par le même vendeur que nous. Vous m'avez surfacturé de 5000 bahts. Vous savez ce que ça représente, 5000 bahts? Cela représente 135 €, soit plus de la moitié d'un SMIC en Thaïlande. Cette touriste a acheté dans l'agence des tickets pour se rendre sur une île au sud de Bangkok. Sur Internet, elle a trouvé les mêmes billets 2 fois moins chers. Mais le vendeur n'est pas à court d'arguments. C'était complet. J'ai dû payer un extra pour vous avoir les billets. Je peux vous demander quelque chose? Ouais. Vous devez soudoyer quelqu'un à la gare pour qu'on obtienne nos billets? Oui, bien sûr. Le vendeur déclare avoir payé des pots de vin pour obtenir les billets. Et pendant ce temps-là, la police touristique, peu bavarde depuis le début, semble avoir d'autres préoccupations. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de bosser et je suis avec 2 clients là. On t'attend pour manger, tout le monde a faim. Ah, je vais prendre du riz et des cuisses de poulet. Attends, je suis en train de bosser et c'est fatigant là. Pressé d'aller déjeuner, le policier intervient dans la médiation. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Ce que je veux faire? Moi, je veux lui expliquer quelque chose, mais elle ne veut pas m'écouter. Moi, je fais du business. Mais comment pouvez-vous faire une commission de 55%? Non, pas 55%, mais 135%. Pour moi, c'est la mafia du tourisme. Arrêtez de rire, c'est pas drôle. Je veux mes 4000 bahts, je partirai pas d'ici. Non. Monsieur, je ne partirai pas d'ici. La jeune Slovaque est tenace et ne lâche rien. Au bout de 30 minutes de négociation, le vendeur finit par céder. Bon, bah donnez-moi les billets et je vous rends 6000 bahts, ok? Anna obtient finalement gain de cause. Mais sans sa persévérance et l'aide de la police, elle n'aurait sans doute jamais récupéré son argent. Et pas besoin d'être un globe-trotteur au bout du monde pour connaître certaines mésaventures. En France, l'hébergement star des vacances, c'est le camping. On en compte près de 10 000 sur notre territoire. Chiffre d'affaires annuel 2 milliards d'euros. Et une bonne partie des réservations se fait aujourd'hui sur Internet. Un site a retenu notre attention, celui de ce camping situé en Seine-et-Marne, à 20 minutes en voiture de Disneyland. Des mobil-homes qui semblent neufs bordent des allées fleuries et verdoyantes. Tout est fait pour donner confiance, à commencer par un logo. Le camping fait partie d'un club hébergement de proximité qui lui permet de vendre des tickets pour Disneyland. Mais ce qui nous a surpris, c'est que derrière cette jolie vitrine, sur 42 avis publiés, près de la moitié jugent le camping horrible. Des Anglais vont jusqu'à parler du pire camping qu'ils n'aient jamais connu. Des Italiens parlent de scandale et les Espagnols le jugent déprimant. La direction a refusé de nous recevoir. Nous nous y sommes rendus en caméra cachée. Le camping se présente comme un 3 étoiles, c'est-à-dire un milieu de gamme. Nous récupérons les clés auprès de la réception. Bonjour. On a une réservation au nom de... merci. Le camping est immense. Il compte plus de 360 emplacements répartis sur 10 hectares. Des caravanes, des camping-cars, des tentes, mais surtout des mobil-homes. Et très vite, en nous promenant dans le camping, nous découvrons que certains bungalows profitent d'une vue sur une montagne de détritus. Une décharge à ciel ouvert qui s'étale sur des dizaines de mètres carrés. On y trouve pêle-mêle des câbles, un micro-ondes, des chaises ou des tables cassées.
Un peu plus loin, nous tombons sur un chantier à l'abandon, à seulement quelques mètres des habitations. Des parpaings, une benne rouillée, un matelas, du ciment ou des engins de travaux. Ici, certaines conditions de sécurité ne semblent pas réunies. Nous sommes bien loin du camping idéal, adapté aux familles en vacances. C'est ce que va nous confirmer ce couple d'Espagnols. Franchement, ils n'ont pas fait le ménage. C'est ce que j'étais en train de lui dire. Les assiettes, les couverts, j'ai été obligée de tout relaver. Le couple nous invite à entrer pour constater l'état des lieux. Ils ont payé 510 € la semaine pour ce 24 mètres carrés. Et à ce prix-là, elle s'attendait vraiment à autre chose. Les couvertures sentent vraiment mauvais. Et les coussins aussi. Les matelas sont tout pourris des deux côtés. J'ai retourné les matelas parce que je suis très maniaque. Je les ai retournés et c'était encore pire. Autre surprise, le soir, on assiste à un curieux manège, un ballet d'utilitaires qui rentre sur le site. Il s'agit d'ouvriers qui rejoignent leur mobil-home après une journée de travail. Vous habitez ici toute l'année? Oui, ça fait 2 ans que j'habite ici. 2 ans et c'est sympa? Ah, il faut que ça aille. On est obligé au début. Ici, il y a beaucoup de travailleurs portugais. Ouais, il y en a déjà eu beaucoup plus, jusqu'à une centaine. Ce camping fait donc aussi office de logement. Nous sommes bien loin d'un simple lieu de villégiature. Nous retrouvons notre mère de famille espagnole très remontée. Elle décide d'aller se plaindre. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous occuper de moi? Oui? Nous l'accompagnons jusqu'à la réception. Vous allez voir qu'ici, quand il y a un problème, les réactions sont plutôt déconcertantes. Tout est sale. Les oreillers, les couvertures, tout. Tout. Les oreillers, les couvertures, tout est sale? Tout est sale. Et les couverts, je ne t'en parle même pas. Donc ce que tu me dis, c'est qu'en général, tout est sale. Tu veux venir voir? Non, c'est pas mon boulot. Eh bien, viens ici en vacances, pas pour nettoyer. La réceptionniste se contente de noter ses réclamations, sans pour autant lui proposer de solution. Elle va jusqu'à reconnaître les lacunes du camping. C'est pas toutes les choses parfaites, c'est pas possible d'être parfait. Alors là, vous me dites un problème. Moi, je fais une formation à la direction, il y a la sécurité de ménage qui va vérifier. Nous repartons en compagnie de la jeune femme, convaincue que le camping ne fera rien pour elle. Je suis sûre qu'ils ne vont rien faire. Ils ne savent rien faire. Je lui ai demandé si elle avait déjà eu des plaintes. Elle m'a dit non, jamais. Moi, je la crois pas. Tu ne la crois pas? Non, non. Et donc vous allez rester ici? Toute la semaine? Malgré tout? Que voulez-vous qu'on fasse? Où voulez-vous qu'on aille? Nous avons payé les 500 €. Vous croyez qu'ils nous rendraient l'argent? Moi, je ne crois pas. Faute de solution, le séjour gâché de ce couple se terminera bien au camping. Aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'autre bout de la planète, aucun vacancier n'est à l'abri d'une arnaque. Sur Internet, par téléphone ou dans des agences de voyage, les escrocs sont sur tous les fronts. Et ils ont des techniques de plus en plus rodées face à des victimes, qui sont souvent sans recours. Les autorités semblent bien dépassées par l'ampleur du phénomène. Alors, seule solution pour éviter les déconvenus, bien s'informer avant de partir, ne pas céder face à des offres trop alléchantes, et enfin, rester vigilant une fois sur place.